Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Murders Explained dans laquelle je suis seul pour vous raconter une histoire dont je vous ai déjà parlé sur d'autres réseaux sociaux. En effet, pour celles et ceux qui suivent Murders Explained sur les autres réseaux sociaux, je vous ai déjà parlé de cette histoire dans un format court. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse ici avant d'entrer dans la vidéo, mais n'hésitez vraiment pas à nous rejoindre sur Instagram, Twitter, etc. Tout sera affiché ici parce que on essaie d'être de plus en plus présent sur les autres réseaux. Quoi qu'il en soit, le mystère du Boy in the Box est quelque chose qui a duré pendant 65 ans et depuis les derniers jours on en réentend parler étant donné que de nouvelles choses se sont déroulées. J'avais donc très envie d'essayer de creuser dans cette histoire le plus possible, essayer de retrouver le plus de détails et de théories quant à cette affaire, histoire de pouvoir vous en parler et vous en faire une vidéo qui sera, je l'espère, pas trop courte. Avant d'entrer dans celle-ci, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker cette vidéo à la fin, de la commenter en m'exposant votre théorie, j'espère que vous en aurez une. Et si ce n'est toujours pas fait, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, installez-vous confortablement dans le noir et laissez-moi vous raconter l'histoire du Boy in the Box. On plante le décor il y a 65 ans aux États-Unis. Nous sommes en février 1957 et le corps d'un garçon a été retrouvé dans une boîte en carton à Philadelphie. La première personne qui est tombée sur cette fameuse boîte en carton est quelqu'un qui vérifiait les pièges à rats qu'il avait posés ici un peu plus tôt parce que c'était une zone boisée et réputée pour la chasse aux animaux, et cette personne va tomber sur cette boîte avec le corps d'un petit garçon à l'intérieur. Cet homme a pris peur, il ne savait pas comment réagir, il a totalement paniqué et il a eu peur d'être mêlé à une histoire qui pouvait être très étrange et très sombre. C'est pour ça qu'il a décidé de quitter la scène et de ne prévenir absolument personne. J'ai voulu faire un petit rappel, on est en 1950, cet homme avait certainement peur d'être au milieu d'un gros règlement de compte. Je pense que prévenir la police, même en anonyme, aurait pu servir à quelque chose, mais vous allez voir que cette histoire est truffée d'incohérences. Déjà, cette boîte a été posée là sans date, donc on va dire qu'elle est restée quelques jours avant que quelqu'un, le premier homme, tombe dessus, et celui-ci n'a toujours rien dit. Et encore une fois, quelques jours plus tard, le 25 février, il y a un étudiant qui a vu un lapin courir dans cette zone. Il a décidé de suivre ce lapin pour le sauver, pour ne pas qu'il tombe dans un des pièges à lapins disposés dans cette zone. Donc l'homme a couru après ce lapin et est tombé sur cette boîte. Lui aussi, évidemment, a été tellement choqué par cette découverte, mais encore une fois, il a décidé de ne pas prévenir les autorités pendant une durée de 24 heures parce qu'il ne savait pas quoi penser. C'est vrai que c'est pas vraiment commun de tomber sur une boîte en carton avec un enfant mort à l'intérieur, donc c'était très compliqué. Je précise aussi que cette boîte était donc dans une zone à terrain de chasse entre gros guillemets, donc vraiment il y avait juste des animaux qui étaient chassés là-bas, donc pas tout le monde ne pouvait accéder à cette zone et le corps aurait pu ne jamais être trouvé. C'est vraiment un coin isolé et peu de personnes auraient pu tomber dessus. Cependant, une fois que le deuxième homme, donc l'étudiant, rentre chez lui, il en parle à personne pendant 24 heures, mais après cela, les autorités ont été mises au courant de la boîte qui contenait le cadavre et où elle était disposée, donc beaucoup de gens vont se dire que l'étudiant a finalement prévenu les autorités. Les autorités vont donc se rendre à cet endroit et ils vont trouver une boîte en carton avec à l'intérieur un petit garçon complètement nu et enveloppé dans une couverture. Une fois la découverte effectuée, le corps a immédiatement été pris en charge afin qu'une autopsie puisse être effectuée et qu'on en apprenne un peu plus. Ils ont effectué énormément de tests et analyses et selon le médecin légiste, le corps avait 4 à 6 ans, il pesait 13 kg et mesurait 1 mètre de haut. On a d'ailleurs constaté que l'enfant était extrêmement mal nourri à tel point où il ressemblait plus à un enfant de 2 ans que de 4 ans. Son corps était extrêmement maigre et il souffrait, ça se voyait je veux dire avec les yeux, qu'il souffrait de malnutrition sévère. De l'autre côté, ce petit garçon semblait avoir une coupe de cheveux extrêmement fraîche, il semblait être assez propre sur lui, il semblait être soigné et il avait aussi des résidus de cheveux comme quand on vient de vous les couper un peu sur le corps. Donc on se demande si quelqu'un lui aurait pas coupé les cheveux juste avant
ou juste après sa mort. D'ailleurs, son corps, soulignent les enquêteurs, était extrêmement propre, exceptionnellement propre, c'est le mot que j'ai relevé, et ça fait penser au médecin légiste que le corps a été soit lavé, soit nettoyé, ou les deux, avant sa mort. On a également remarqué des petites cicatrices sur sa cheville gauche et quelques abrasions à la tête. Il avait également une blessure dans la région de l'aine. On soupçonne qu'il y aurait d'autres traces, d'autres blessures, etc. Mais le corps était posé là depuis maintenant quelques jours, il faisait très froid, il était dans un état de décomposition avancé, donc les enquêteurs ils n'ont pas pu avoir plus d'informations. Les questions qui se posaient étaient comment il est mort, depuis combien de temps il est là, depuis combien de temps il a été mis dans cette boîte, et la police n'avait pas de réponse à ces questions. À ce moment-là, personne n'avait revendiqué le corps du garçon et personne n'a été en mesure de l'identifier. C'était vraiment the boy in the box, c'est tout. La police a demandé à énormément de visiteurs et de citadins des États voisins de venir à Philadelphie afin de voir si l'enfant pouvait faire penser à quelqu'un, s'il pouvait être identifié d'une manière ou d'une autre, ou si quelqu'un aurait pu reconnaître ce garçon. La police a d'ailleurs envoyé 400 affiches dans divers États avec des images du garçon, des détails du garçon, dans l'espoir que quelqu'un puisse l'identifier. D'ailleurs, ils ont posté une photo que j'ai retrouvée post-mortem et il a été habillé en fait, il a aussi des cheveux, enfin il a été mis dans une situation où quelqu'un pourrait le reconnaître dans la vie de tous les jours. Ce sont des photos qui sont absolument choquantes à voir, je trouve, surtout que quand on sait que l'enfant est décédé sur celle-ci, mais je pense que ça aurait pu être utile parce qu'en effet, on peut plus se rendre compte de cette mise en situation que de l'enfant en décomposition, etc. Donc je pense que ça a été très délicat à faire, mais que selon moi, c'était nécessaire. Et là, vous devez tous vous poser une question et que vous voulez me poser, pourquoi ils n'ont pas simplement retracé les empreintes digitales pour identifier son corps? Eh bien malheureusement, déjà parce que personne n'a voulu identifier ce garçon, personne n'est venu pour dire il est à moi, je le connais, etc. Donc une fois que ce stade-là était passé, la police a bel et bien décidé de prendre ces empreintes digitales pour les faire vérifier avec les bases de données de chaque hôpital local qui était aux alentours, etc. Vraiment vérifier dans toutes les bases de données possible, et ils ont espéré très très fort que l'un des hôpitaux puisse dire qu'il y a un match et qu'on a récupéré les bonnes données et que ce garçon est lié avec ce fichier, etc. Mais malheureusement, ils ont été déçus parce qu'aucun hôpital local n'a pu leur apporter de réponse favorable. Les conclusions à ce moment-là étaient que soit le garçon n'était pas de la ville, soit il est né à la maison et non pas dans un hôpital, ce qui expliquerait que les fichiers ne sont pas là, mais surtout c'est vraiment impensable de se dire que personne ne le cherche et personne ne le reconnaît. Donc comme vous le voyez, il y a énormément de mystères qui persistent autour de cette affaire et ça a duré dans le temps parce qu'on a eu seulement des informations il y a maintenant de cela quelques jours. Donc la police va se diriger vers une autre piste, la boîte en carton. Ils ont décidé de l'analyser et de l'étudier afin de voir s'il était possible de trouver des indices par rapport à celle-ci. Heureusement pour la police, la boîte en question avait un numéro de série imprimé, donc la police a utilisé ça pour pouvoir retrouver l'endroit d'où venait, ou du moins où a été conçue cette boîte en carton. La boîte a été traquée jusqu'à un magasin, le J.C. Penney, et en fait c'était environ à 15 minutes de la scène du crime. On se dit cool, on est sur une piste qui peut fonctionner, et la police va décider de faire une enquête un peu plus approfondie, et on va voir que ce type de boîte est principalement utilisé pour envoyer un berceau. Ce qui voudrait donc dire que cette boîte précisément viendrait principalement de la maison familiale d'où vivait The Boy in the Box, et que peut-être le berceau correspondant était le sien. La police a donc décidé d'examiner qui avait acheté ce type de berceau, etc. dans ces environs-là et tout ça, et il y a eu un total de 12 clients. Malheureusement, d'après la boutique, tous les clients avaient acheté les berceaux en espèces, par conséquent, il n'y avait aucune donnée concernant les clients, ni aucun moyen de les retracer, etc. Sauf que je trouve ça assez bizarre parce qu'il me semble que dans ces années-là, ils tenaient, enfin du moins les boutiques, les artisans, etc., tenaient une sorte de registre pour les factures et j'ai été vérifié sur Google et en effet, dans les années 1950, on utilisait soit les ancêtres des ordinateurs qu'on connaît pour tout simplement rentrer les factures, les registres, etc. et tout ceci, ou alors c'était à l'écrit. Mais dans tous les cas, il fallait noter quelque part et je trouve ça bizarre que pour 12 clients, il n'y ait rien noté. Un autre indice qui était dans la boîte était la couverture dans laquelle le garçon était enveloppé. Cette couverture avait très probablement été fabriqué soit au Canada,
soit en Caroline du Nord. Et ben du coup on a voulu essayer de retracer qui a acheté cette couverture, quand elle a été achetée, sauf que c'est des questions auxquelles on n'a jamais eu de réponse parce que c'est vraiment très compliqué à retrouver, surtout que ben c'est pas comme ce berceau spécifique dans cette petite boutique locale, là on est vraiment sur une couverture qui a été certainement produite beaucoup trop de fois, donc malheureusement ça a été extrêmement difficile de pouvoir retracer tout le monde et ils ont abandonné et la police s'est retrouvée devant une impasse. La dernière preuve sur la scène de crime, ou du moins aux environs, était un chapeau en velours côtelé bleu avec une sorte de matière très moelleuse, et celui-ci a été retrouvé à environ 4 mètres, 4 mètres 50 si j'ai bien converti de la boîte où le garçon était. La police était absolument pas sûre que ce chapeau était lié au garçon ou pas du tout, mais étant donné que c'était leur dernier espoir, ils ont décidé de traquer ce chapeau. La propriétaire de compagnie de chapeaux, Hannah Robbins, a été contactée par la police. Ça a été quelqu'un qui a tout de suite dit tout ce qu'elle savait. Elle a reconnu le chapeau en disant qu'elle l'avait fabriqué personnellement pour un homme blond de 26 ans et qu'encore une fois, il n'y avait pas de registre parce que on ne sait pas pourquoi, mais ça a été payé en espèces et rien n'était noté. À partir de là, c'était vraiment la dernière impasse pour les policiers et ils n'avaient absolument plus d'indices ni de pistes à creuser. À partir de ce jour-là, l'identité du garçon dans la boîte est restée un mystère, mais la cause de sa mort n'a jamais été déclarée jusqu'à aujourd'hui. The Boy in the Box a été enterré dans le champ de Potter. C'est un champ en fait, ou du moins un endroit où il y a énormément de corps non identifiés qui sont enterrés. Plus tard, en 1998, on va apprendre que son corps a été exhumé dans le but d'extraire l'ADN pour un test ADN particulier et aussi peut-être pour si jamais on allait réutiliser l'ADN dans le futur. Et donc il a été réenfoui dans le cimetière d'Ivy Hill à Cedar Brook à Philadelphie. J'ai retrouvé énormément sur Google des photos de la pierre tombale et sur celle-ci on pouvait lire l'enfant inconnu de l'Amérique. Il faut savoir qu'à ce jour, ou du moins il y a encore quelques années, toujours beaucoup de gens viennent visiter sa tombe. Apparemment on y laisserait des jouets, des fleurs et des peluches. C'est vraiment une histoire qui a marqué beaucoup de gens et surtout à Philadelphie et qui a laissé place à énormément de théories et je voulais en parler avec vous parce que je pense qu'il y en a qui peuvent être intéressantes. En effet, l'être humain est très inquiet mais surtout très curieux et c'est pour ça que plein de gens de tout le pays, de divers états ou même d'autres pays à l'international ont décidé de énumérer leurs propres théories concernant l'enfant, The Boy in the Box, l'enfant sans nom de Philadelphie. La première théorie venait de deux auteurs, Lou Romano et Jeff Hoffman. Selon eux, un homme à Philadelphie avait affirmé avoir loué sa maison à un gars qui venait de vendre son fils. Vu que la police était totalement désespérée quant aux théories, quant aux preuves, quant aux indices, ils ont décidé de suivre cette théorie et ils ont essayé de l'examiner. On a donc retrouvé l'homme de cette fameuse famille, on s'est rendu compte que peut-être il ressemblait fortement au Boy in the Box, du coup on a décidé de comparer les deux ADN, sauf qu'apparemment ils ne l'ont jamais fait, on n'a pas su pourquoi, je trouve ça extrêmement étrange, personne n'en a reparlé, mais on n'a pas eu de nouvelles quant à ce test ADN, et encore une fois c'est ce que je dis depuis le début de la vidéo, il y a beaucoup trop de mystères autour des recherches. Une autre personne c'est Remington Bristow, un médecin légiste qui a étudié l'affaire pendant 36 ans et il s'est arrêté seulement à sa mort. Il y a d'ailleurs une rumeur qui disait qu'il avait constamment un masque de ce garçon avec lui tellement il était soit obsédé, soit passionné par cette affaire. Selon lui, ce garçon a été pris en charge étant donné qu'il était lavé, qu'il était propre et vu l'état de son hygiène. Et selon ce médecin légiste, après sa mort, on aurait essayé d'effacer les traces en lavant le garçon. Donc l'enquête va se tourner vers une nouvelle famille d'accueil, ils vont aller enquêter là-bas. Au final, ça ne sera toujours pas lié à ça malgré les recherches qui ont été faites. Et aujourd'hui, ce médecin légiste est malheureusement décédé et n'aura pas eu les nouvelles que je vais vous transmettre. Une troisième théorie que j'ai trouvée courte mais très intéressante est celle d'un détective, le détective Tom Augustin. Il avait suivi de très près les travaux du médecin légiste dont je viens de vous parler et il a entendu une de ses autres théories selon laquelle le garçon était l'enfant illégitime d'un propriétaire d'accueil, Arthur Nicoletti, et de sa belle-fille Anna Nicoletti. J'ai voulu chercher sur internet pour comprendre un peu pourquoi eux et pourquoi ça, mais je pense que ça relie en fait la théorie de la famille d'accueil, de l'enfant qui a été pris en charge, une mort accidentelle qu'on a voulu
voulu effacer, mais comme d'autres théories, elle a été ignorée en raison d'un manque de preuves suffisantes. Une théorie majeure, elle, a émergé en 2002 par un psychiatre de l'Ohio parce qu'il a contacté le détective Tom Augustine dont je viens de vous parler. Vous voyez que tout est lié ensemble quand même. Et il a informé qu'une de ses patientes, une femme qui s'appelle Martha, avait insisté sur le fait qu'elle avait une piste et qu'elle voulait à tout prix parler au détective. Martha a affirmé que sa mère avait acheté un petit garçon nommé Jonathan à ses parents biologiques en 1954. Selon elle, The Boy in the Box était ce fameux Jonathan. Elle a même dit à la police que ce garçon aurait subi des choses absolument atroces telles que des abus sexuels et aussi physiques. Une nuit, ce Jonathan aurait vomi ses haricots cuits au four parce qu'il ne les aurait pas digérés et il aurait reçu vraiment le coup de trop. Sa tête aurait frappé contre un mur. C'est à partir de ça qu'il serait décédé. Il aurait été baigné par la mère de Martha pour le laver et ensuite laissé comme mort dans cette boîte en carton. Et en fait, ça aurait pu être totalement ignoré et c'est ce qui va, vous allez voir, c'est ce qui va être arrivé. Le témoignage de Martha va être pris comme charabia dû au fait qu'elle est en hôpital psychiatrique et qu'elle aurait tout fabulé. Seulement, si on regarde de plus près dans l'autopsie, on se rend compte que ce petit enfant avait bel et bien des haricots dans le ventre au moment de sa mort et qu'il a aussi eu, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, un traumatisme très très fort à la tête et ça a été classé comme cause de décès. Donc est-ce que Martha avait vraiment fabulé par rapport à ça? Je ne sais pas. Les années passaient et commençaient à s'écouler et en fait l'histoire du Boy in the Box commençait vraiment à s'éteindre de plus en plus. Malgré les théories qui sortaient, il y en a vraiment eu des dizaines et des dizaines, mais cette affaire était en train vraiment de perdre de l'espoir. Je rappelle qu'il a été assassiné de sang-froid et laissé comme ça dans une boîte au bord de la route et que personne n'a revendiqué sa mort. Et le capitaine de l'affaire, Jason Smith, il a déclaré alors qu'il parlait de cette affaire: « C'est toujours dans mon esprit, nous le devons à l'enfant, nous le devons aux membres de leur famille. » Et vous allez voir qu'il a réussi. Car finalement, c'est le 8 décembre 2022 que nous aurons des nouvelles par rapport à cette affaire. Le nom du garçon qui a été retrouvé à l'intérieur de cette boîte en 1957 a été révélé. Les enquêteurs ont utilisé des preuves d'ADN et des recherches généalogiques pour identifier le Boy in the Box comme Joseph Augustus Zarelli, un enfant de 4 ans qui vivait à l'ouest de Philadelphie. Il y a évidemment des questions qui subsistent, les autorités ne veulent pas divulguer les noms des parents de Joseph, ils ont déclaré que c'était pas possible de faire ça en vue du fait qu'ils sont probablement morts et que le reste de la famille est toujours en vie et que ça va vraiment provoquer des atrocités médiatiques. Donc je pense qu'ils ont prévenu la famille, mais je pense qu'ils ne veulent pas le dire médiatiquement et en soi, c'est un choix que je respecte. Ils diront: nous avons nos soupçons sur qui peut être responsable, mais il serait irresponsable de notre part de partager ces soupçons car cela reste une enquête criminelle active. Le détective rappelle d'ailleurs que ce petit Joseph n'a jamais été déclaré disparu et moi je vais vous dire un truc, c'est que la fameuse théorie de Martha, elle l'avait appelé Jonathan et je trouve que ça se ressemble. Je pense qu'on aurait peut-être vraiment dû écouter la théorie de Martha. La police ne dira pas clairement s'il y a un lien entre les parents de Joseph et sa mort, donc on ne sait pas s'il a été tué par ses parents ou quoi que ce soit, mais ils ont dit: j'espère qu'il y a quelqu'un qui est dans la cinquantaine ou à la fin de la soixantaine, peut-être des années 80, qui se souvient de cet enfant. Jason Smith dira d'ailleurs aux journalistes qu'il est peut-être impossible qu'on identifie le tueur si celui-ci est toujours en vie, mais quoi qu'il en soit, moi ce que je trouve extrêmement beau et héroïque de sa part, c'est qu'il a tenu sa promesse lorsqu'il parlait de l'affaire il y a de ça des décennies, en disant que ça allait le hanter pour toujours et qu'il voulait au moins retrouver son identité pour la famille concernée, et il l'a fait. Pendant mes recherches, j'ai aussi trouvé autre chose, c'est qu'il y a 3 ans, apparemment, le corps de Joseph a été exhumé à nouveau. Les enquêteurs ont travaillé avec des généalogistes médico-légaux pour localiser les membres de la famille, et en fait, ils vont dire que c'était le cas le plus difficile de toute leur carrière parce que ça a mis des années à utiliser l'ADN du petit garçon pour pouvoir le lier à une famille, et ça a marché, et c'est vraiment une avancée technologique pour eux. Je sais pas si on dit technologique, mais c'est une avancée pour eux, et ils ont dit qu'ils voulaient utiliser cette nouvelle technique afin d'élucider des cold cases locaux, donc certainement à Philadelphie et aux alentours, et je trouve ça vraiment bien, et peut-être que ça va permettre de pouvoir fermer de nouvelles affaires. Les autorités ont pris contact avec les parents du côté de la mère de Joseph et ils ont pu identifier sa mère biologique. Finalement, on entendra de la part de l'enquêteur Jason Smith, et je terminerai ma vidéo comme ça: maintenant notre garçon n'est plus le garçon dans la boîte, il a un nom. Cette histoire m'a vraiment fait froid dans le dos quand je vous en ai parlé sur TikTok et sur Instagram. Là, quand j'ai fait mes recherches, je me suis dit c'est complètement tiré par les cheveux, toutes les théories qu'il y a et tous les mystères qu'il y a autour. Au final, on a quand même réussi
à avoir quelques réponses à nos questions. Mais si vous voulez ma théorie, moi je pense vraiment que la patiente Martha ne disait pas forcément des bêtises. Je pense qu'elle avait certainement entendu parler de tout ça et peut-être qu'elle s'est rappelée de quelque chose, même si je comprends pas pourquoi est-ce qu'elle aurait parlé en 2002, donc à peu près 40 ans après. Je sais pas quoi en penser, mais moi je me dis qu'elle a pas lu l'autopsie, donc comment est-ce qu'elle aurait su pour les haricots ou quoi que ce soit, parce que c'était pas forcément sorti publiquement, et quoi qu'il en soit, elle était dans un hôpital psychiatrique, je ne sais pas si elle avait accès à toutes les nouvelles à ce moment-là, donc voilà, je ne sais pas quoi en penser, mais c'est vraiment ma théorie quant à cette affaire, et j'attends la vôtre avec impatience dans les commentaires. J'espère que cette vidéo a pu vous intriguer et vous intéresser. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker fortement. J'ai essayé de la faire assez rapidement pour l'actualité, mais j'ai creusé tout ce que j'ai pu pendant des heures et des heures, donc j'espère qu'elle a pu vous intéresser. Je vous laisserai me dire ça dans les commentaires, vous abonner à la chaîne, et moi je vous retrouve dans 2 jours, ou plutôt demain vu qu'on est dimanche, pour une nouvelle histoire horrifique.